Bonjour à tous, je me présente Charlotte Bérard, je suis interne à Marseille et j'achève ma première année de doctorat d'université pour laquelle j'ai obtenu une année recherche. J'effectue ce doctorat au sein de l'IMP dans l'équipe Gliom et mes travaux de recherche portent sur l'évaluation pharmacologique d'un nouvel agent theranostique, les nanogouttes de perfluorocarbures, qui ont été développés par l'équipe avignonnaise de l'IBMM dans le cadre d'un projet qui est mené en collaboration et qui est actuellement financé par le plan cancer et l'ITMO. Rapidement, depuis quelques années en oncologie, on s'intéresse au domaine de la nanotechnologie, car les nanoparticules offrent plusieurs avantages, notamment en termes de ciblage. Un des principaux intérêts de la nanoparticule, c'est qu'on peut l'utiliser comme système de drug delivery, c'est-à-dire en tant que vecteur de principes actifs dont la libération peut être contrôlée, par exemple, à l'aide de stimuli exogènes. De manière plus générale, les nanoparticules constituent de véritables plateformes théranostiques car elles peuvent être aussi bien employées dans un but thérapeutique que diagnostique et parfois même combiner les deux fonctions. Ainsi, elles permettent de répondre à certaines problématiques actuelles comme les contraintes liées à l'utilisation de drogues hydrophobes ou encore certains mécanismes de résistance tumorale. Et plus particulièrement dans les tumeurs cérébrales, donc tumeurs sur lesquelles nous travaillons au laboratoire, où il est nécessaire d'apporter de nouvelles options thérapeutiques en raison du mauvais pronostic et du difficulté de la passage de la barrière hémato-encéphalique. Dans mon cas, ces nanoparticules sont des nanogouttes de perfluorocarbures dont la présence d'atomes dans la chaîne carbonée permet leur suivi par IRM du fluor. Elles sont enveloppées par un tensioactif hydrosoluble fluorocarboné qui permet leur stabilisation et la solubilisation dans l'eau et donc par extrapolation dans le sang. Afin de remplir leur fonction thérapeutique, il est possible d'encapsuler un principe actif hydrophobe grâce à l'insertion d'un compartiment huileux biocompatible. Et le relargage contrôlé de ce principe actif peut se faire par l'application d'ultrasons qui permet d'induire un phénomène d'expansion ou de vaporisation de la goutte. Ces gouttes ont donc pour but d'être de véritables systèmes théranostiques car une fois accumulées au sein de la région tumorale, elles peuvent être visualisées donc par imagerie et permettent la libération contrôlée et ciblée d'un médicament. D'un point de vue tout d'abord chimique, donc la synthèse de ces gouttes se fait par un procédé simple. L'émulsion est obtenue par mélange des différents composants grâce à une tige à ultrasons. Le tensioactif utilisé a été breveté, ainsi que le procédé de lyophilisation qui permet d'obtenir une formulation sèche et stable dans le temps. Lorsque l'on reconstitue cette forme lyophilisée par simple addition d'eau, on peut voir que la composition en PFOB des gouttes et leur taille reste inchangée. Concernant justement cette taille, elles ont un diamètre autour de 80 nanomètres, qui est une taille optimale pour des applications médicales. D'un point de vue biologique maintenant, il a fallu s'assurer que ces gouttes étaient biocompatibles. J'ai réalisé des tests de viabilité cellulaire sur de la culture en 2 dimensions, sur plusieurs lignées cellulaires, saines et cancéreuses, en lien avec notre intérêt pour les tumeurs cérébrales. Et il en résulte une biocompatibilité satisfaisante des gouttes pour des concentrations élevées en tensioactifs, allant jusqu'à 0,1 g par litre. Concernant l'huile, elle n'apporte pas de toxicité jusqu'à des concentrations de 10 mg par litre, qui sont des concentrations nettement supérieures à celles retrouvées dans la nanoémulsion. D'autre part, il a fallu s'assurer que les gouttes pouvaient transporter un agent hydrophobe. Pour cela, j'ai utilisé une version doublement marquée des gouttes. L'enveloppe de la goutte, c'est-à-dire le tensioactif, a été marquée avec de la fluorescéine par greffage covalent et le cœur de la goutte avec un fluorophore hydrophobe, le DID, qui a été directement solubilisé dans l'huile. Ces gouttes ont été mises en contact avec des cellules humaines de glioblastomes fluorescentes selon différents temps de traitement, allant de 30 minutes jusqu'à 24 heures. Et comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, on peut voir la colocalisation des 3 canaux, rouge pour la cellule, vert pour le tensioactif et bleu pour l'huile, qui confirme que les gouttes sont bien à l'intérieur des cellules. J'ai pris volontairement une acquisition qui est faite après 24 heures de traitement car ça reste la plus visible pour une présentation, mais la colocalisation a été vue dès 2 heures après traitement. Mais pour avoir une cinétique de pénétration cellulaire plus précise, j'ai complété ces données avec de la cytométrie en flux et on peut voir qu'après 4 heures de traitement par les gouttes, 90% des cellules sont doublement marquées, c'est-à-dire elles ont été internalisées. Et ce qui est aussi important de noter, c'est qu'après 4 heures de traitement, l'intensité moyenne des 2 fluorescences continue d'augmenter constamment jusqu'à 24 heures, suggérant alors que les gouttes ont une internalisation temps dépendante avec un mécanisme non saturable, du moins jusqu'à 24 heures.
En conclusion, je peux dire que j'ai apporté la preuve de concept in vitro que ces gouttes donc, sont des vecteurs biocompatibles d'agents hydrophobes et qu'elles pourraient peut-être du coup constituer une nouvelle approche dans le diagnostic et le traitement ciblé en oncologie. Maintenant, j'espère obtenir la preuve de concept in vivo, donc que ces gouttes sont de bons candidats pour la prise en charge de tumeurs cérébrales, donc en obtenant des données d'innocuité, de biodistribution et d'accumulation intracérébrale chez le petit animal. Enfin, je poursuis donc actuellement les études in vitro sur les gouttes, cette fois chargées avec un agent anticancéreux hydrophobe, donc qui dans mon cas est le docétaxel, en vue d'obtenir les données donc, nécessaires pour envisager une future évaluation préclinique d'efficacité antitumorale chez le petit animal porteur de glioblastome. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encadrent dans l'équipe Gliome, les équipes en collaboration sur ce projet. Je tiens à remercier la SFPO pour m'avoir permis donc, de présenter ces travaux et je vous remercie vous pour votre attention. On a une minute, Muriel Paul, pour quelques questions. Je vous félicite pour cette présentation très, très concise, très claire, dans un temps record. Alors, j'ai peut-être été distraite à un petit moment du début de votre communication. Vos nanoparticules, vous les administrez comment ? Alors, pour l'instant, déjà, elles sont pas administrées. Mais vous envisagez, donc ça me rassure, c'est le but pas trop par voie intraveineuse. Ça sera IV et vous n'envisagez pas éventuellement de mettre un marqueur pour cibler la BHE ? Pour cibler la BHE ? Oui, pour faciliter le passage. Oui, là pour l'instant ça fait pas partie du projet. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est injecter les particules et ouvrir. Bon, ça j'en ai pas trop parlé parce que du coup en 6 minutes j'avais pas le temps. Mais dans le projet, en gros, il est prévu d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique avec un système d'ultrasons transcrânien, qui est développé du coup chez Neurospin, au CEA et du coup, voilà, de faire passer les particules en ouvrant la barrière. Ce qui n'est pas un ciblage, mais voilà. D'accord, une façon locale. Pardon. Une autre question ? Oui, j'ai une question sur la technique. Vous utilisez un ultrasonique, mais est-ce que vous utilisez une sonde ou est-ce que vous traitez par des ultrasons extérieurs ? Parce que quand on prend une sonde, on peut balancer des quantités non négligeables de métaux qui viennent de la sonde, si vous voulez, qui peuvent perturber les modèles après. Parce qu'il y a des traces de métaux qui se libèrent, le tungstène notamment, etc., et qui peuvent avoir des actions aussi bien sur le modèle animal que cellulaire, qui peuvent fausser les résultats. Donc il faut bien regarder si on traite avec une sonde, on plonge dedans, ou bien si on traite par l'extérieur. C'est une question surtout si après, vous voulez développer des modèles en termes, je dirais, plus utilisables en clinique, par exemple, ou sur des modèles animaux. Non, là, c'est pas du tout prévu d'utiliser une sonde. Hein. C'est des ultrasons. C'est pas invasif, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais c'est. Alors, je sais pas de quels ultrasons vous parlez. Parce qu'on a 2 types d'ultrasons pour ouvrir la barrière. Et pour faire en gros vaporiser les gouttes. Mais dans tous les cas, ça sera de manière non invasive et transcrânien. Ah, c'est pas votre question, pardon, j'ai mal compris. Vous risquez de libérer des métaux. Parce que les ultrasons détruisent la sonde progressivement. Alors c'est des traces, mais ça peut suffire à avoir une action, je dirais, parasite sur le modèle cellulaire, par exemple, etc. Il faut faire très attention à ça. Parce que c'est des pièges à con, entre guillemets, et on met de l'ultrason là-dedans, et c'est bon, mais finalement, on libère des métaux, en quantité non négligeable, finalement, qui peuvent perturber complètement le modèle. Il faut faire très attention à ça. Très bien, merci. Juste une remarque sur par contre, le contexte général, en fait, le concept général, en fait, de ces formes vectorisées dans lesquelles on va activer, finalement, pour
libérer le principe actif. Est-ce que, à la fois dans les molécules candidates et dans les systèmes, il y a des systèmes avec des études cliniques qui sont déjà bien avancées en phase 3, avec la gemcitabine dans le cancer du pancréas, qui pose de vrais problèmes, et alors qui n'utilisaient pas les ultrasons pour libérer. Alors, c'était pas forcément des nanogouttes, mais c'était avec une activation photodynamique. Oui. Vous avez, enfin, je ne sais pas si vous, dans le laboratoire, vous travaillez également sur ce genre de concept aussi, c'est avec d'autres sources d'activation ou de dégradation de l'enveloppe, on va dire, tout simplement. Ouais, non, on n'a pas d'autres systèmes. Parce que ça, c'est un système qui est assez bien avancé, l'activation photodynamique, c'est breveté d'ailleurs. Non, d'accord. Non, on n'a pas d'autres systèmes que cela. Après, on travaille avec d'autres nanoparticules, mais qui sont pas forcément déjà des nanoparticules de drug delivery. Donc des nanoparticules, là, c'est par leur propriété intrinsèque, donc c'est la photothermie. Donc là, on les chauffe par laser. Donc ça, c'est l'effet anticancéreux est retrouvé donc d'une autre façon, et d'autres aussi particules donc qui sont couplées là où on a vraiment un couplage et qui là sont dégradées par des enzymes tout simplement, mais pas de système comme ça de stimuli exogènes autres que les ultrasons dans notre cas-là. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la dernière. Ça va vite, hein. Dernière présentation. Merci encore. Merci.